Bonjour à tous, épisode spécial aujourd'hui pour clôturer la saison 3, les héros de la vente. Je vous partage un épisode d'un podcast qui s'appelle Débuter dans la vente, auquel j'ai été convié pour parler de coaching des commerciaux. Aujourd'hui, un manager passe moins de 30 minutes par semaine à former ses équipes commerciales. On va voir en quoi c'est une problématique pour les vendeurs qui souhaitent progresser et devenir meilleurs. On va parler de la fonction de commercial qui est en pleine transition, pourquoi les bons vendeurs se font rares et pourquoi c'est compliqué à recruter un bon vendeur. Donc on va voir comment inverser cette tendance et comment entraîner ces commerciaux pour les améliorer, mais aussi comment se positionner en tant que manager, sur quel point il faut être vigilant. Donc j'espère que cet épisode hors série va vous plaire et je vous invite à écouter à la suite de cet épisode le bilan des héros de la vente depuis maintenant 2 ans et 77 épisodes. Je vous donne des stats et je vous fais aussi un petit cadeau si vous arrivez jusqu'à la fin de l'épisode. Donc bon épisode et n'oubliez pas d'écouter la fin, vous ne le regretterez pas. Salut Alexandre, comment vas-tu? Salut Igor, merci de m'inviter sur ton podcast. Bah écoute, un grand plaisir de t'accueillir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce que tu fais? Ouais, rapidement. Alors moi, je m'appelle Alexandre Vaquier. Je suis le fondateur de la société Vive. C'est une startup qui développe des technologies pour améliorer la performance des commerciaux grâce à la vidéo. Et à côté de ça, j'ai aussi un podcast comme toi sur la vente qui s'appelle Les Héros de la vente. Et sinon, niveau personnel, j'habite à Toulouse. Voilà, j'ai 35 ans. J'ai pas d'enfant, j'ai un petit chien par contre. Et je suis passionné de plein de choses, de café, de basket, de vélo, de plein de choses. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Ouais, tout à fait. Bah justement, déjà première chose, j'invite tout le monde, mais on mettra dans les notes de l'épisode les héros de la vente. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le format podcast sur la vente. Et Ouais. justement, ça va être le thème du jour, c'est le coaching des commerciaux, pardon. Et j'aimerais, avant qu'on donne des conseils, des choses comme ça, qu'on fasse un peu un constat sur la situation actuelle. Je sais qu'il y a des chiffres, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui est mis en place pour le coaching des commerciaux? Alors, d'abord, le constat qu'on peut faire, c'est qu'en France, il y a peu d'écoles qui forment à la vente. Tu as les écoles de commerce qui d'ailleurs, ça s'appelle plus trop école de commerce, mais plutôt école de management. Et les cours sur la vente, il y en a très peu dans ces écoles de commerce. C'est plutôt des cours théoriques. Tu as d'ailleurs quelques écoles qui ont été créées récemment qui essayent justement de répondre à cette problématique-là, donc les fameux Iconoclast, Humind School, Rocket School, qui essayent de former des business développeurs en quelques mois avec toutes les nouvelles techniques de prospection et de négociation. Voilà, donc déjà, sur l'éducation, il y a un petit problème pour former des commerciaux. Donc moi, par exemple, j'ai fait des études supérieures, j'ai tout de suite été embauché comme commercial à la sortie de mes études, et je ne savais pas du tout vendre. On m'a envoyé un peu vendre de manière un peu à l'arrache, c'est-à-dire on m'a donné un téléphone, un ordinateur, une liste de clients, on m'a dit vas-y débrouille-toi. Donc là, ça m'amène au deuxième constat, c'est dans les entreprises, comment on accompagne les commerciaux. Et là, on va parler de plein de choses, mais notamment du management, le management des commerciaux. Je peux te donner une statistique là-dessus, c'est que en France, sur les commerciaux, les managers passent en moyenne 20% de leur temps à coacher leurs commerciaux, donc à les accompagner, à les monter en compétences. Et pour te donner un ordre d'idée, 20% de son temps sur une équipe de 9 commerciaux, c'est à peu près 20 minutes par semaine. Si vous avez de la chance, parce que encore une fois, moi j'ai été managé, j'ai eu très peu d'accompagnement, et la seule chose qu'on peut mettre en place dans les entreprises, et souvent ce qui est mis en place, c'est une formation ponctuelle une fois par an, avec un coach ou un formateur de vente qui va venir faire le show pendant une journée, 2 jours, pour apprendre des choses sur la vente. Et ce qui se passe, c'est qu'on va oublier 80% de ce qu'on va écouter pendant la formation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique qui s'appelle Ebbinghaus, qui a fait des études sur la mémorisation au 19e siècle, et qui dit que quand on écoute quelque chose lors d'une formation, on oublie 80% des choses 8 jours après. Et donc voilà, on revient à nos mauvaises habitudes, et en fait, on se rend compte que 2 tiers des commerciaux en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente,
et que je donne beaucoup de statistiques, comme ça me permet de faire pas mal de constats, Ouais. et que 52% des entreprises en France cette année ne pensent pas réaliser leurs objectifs parce que leurs commerciaux sont mal formés à la vente à distance. Parce qu'effectivement, depuis un an, tous les commerciaux ont dû s'adapter à la vente à distance par visioconférence notamment, et on repart un peu de zéro parce que c'est pas les mêmes techniques de vente à travers un écran que vendre en physique. Voilà, j'étais un peu bavard, mais au moins vous avez des statistiques pour dresser ce constat-là et commencer le podcast de la meilleure des manières. Ouais, et ben justement, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'un manager, selon toi, il doit mettre en place pour former, gérer la performance commerciale de son équipe? Alors, ça va passer par des trainings, par peut-être de la formation, des briefs. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais de mettre en place pour un manager? Bah, alors, les choses classiques que je pense quand même font les managers, c'est quand même de mettre en place ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, c'est-à-dire mesurer en fait combien de rendez-vous font les commerciaux, combien de rendez-vous amènent à une vente. Et ça permet déjà de faire un constat pour savoir où sont les points d'amélioration. Et ça, je pense que ça c'est fait dans les entreprises la plupart du temps. Que on va mettre aussi en place des outils. Donc, on peut parler du CRM, c'est aussi un vaste sujet, les outils de prospection, etc. Mais après, ce qui est rarement fait, c'est d'entraîner les commerciaux sur leurs pratiques professionnelles. Entraîner, c'est-à-dire revoir ces rendez-vous, analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et faire un débriefing un peu comme un sportif de haut niveau à qui on débriefe un match et qui lui permet de progresser sur sa pratique. Donc dans le sport, les sportifs s'entraînent 97% du temps pour performer le week-end pendant un match, c'est-à-dire 3% de leur temps. Dans la vente, c'est un peu l'inverse. On s'entraîne 3% du temps, c'est-à-dire une fois dans l'année, pour essayer d'être sur le terrain 97% du temps et en rendez-vous. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se fait la main sur des vrais rendez-vous. Et en général, un commercial qui se fait embaucher met en moyenne 1 an à être efficace. Donc, ça veut dire que pendant une année, on va griller des cartouches avec des vrais clients et on va finalement essuyer un peu les plâtres. Et donc, moi, je pense que l'entraînement et le coaching, ça permet d'accélérer cet onboarding et d'accélérer sa montée en compétences. Et c'est ça que je prône avec, bien sûr, le podcast Les Héros de la Vente pour s'entraîner en écoutant des experts, mais aussi avec Vive pour s'entraîner en analysant ses rendez-vous. Ouais. J'aime bien le parallèle que tu fais entre, justement, étant un grand fan de sport aussi, le parallèle que tu fais entre le sportif de haut niveau et le commercial. De toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, finalement, il faut s'entraîner régulièrement pour progresser et voir les erreurs qu'on fait. Et tu vois, finalement, personnellement, le peu d'entraînement que j'ai fait comme ça, on en fait très peu, nous, en entreprise. Et puis, tu te rends compte que juste sur des petits entraînements, déjà, tu as plein de choses à corriger, des petits mots que tu répètes régulièrement, tout ce genre de choses. Et je me dis que si tu le fais régulièrement, je sais pas, toutes les semaines, un entraînement ou autre, où tu es coaché, bah, ça peut considérablement accroître tes résultats par la suite. Ouais, alors la grande différence avec le sportif, c'est qu'on va s'entraîner quand on est commercial, on va s'entraîner plutôt sur de la communication. Alors tu Mhm. peux t'entraîner sur du non-verbal, sur de la posture, Mhm. voilà, ça tu peux t'entraîner aussi là-dessus, mais la majorité de ton rendez-vous se fait, c'est une communication. En gros. Mhm. Et ce qui est assez fou quand tu réécoutes un appel téléphonique ou un rendez-vous par visioconférence, c'est que tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Donc, tu as des mots parasites, tu as des mots barrières. Moi, j'en utilise beaucoup. Tu vas parler, par exemple, d'une solution. Ta solution, tu vas dire qu'elle est simple. OK. Mais Mhm. en fait, non, il faut dire que ta solution, elle est intuitive. Parce que simple, c'est Mhm. un peu négatif. Et c'est Mhm. vraiment aller dans le détail. Mais en fait, Mhm. quand tu parles à quelqu'un, déjà, la personne qui est en face de toi ne va pas capter toutes les informations que tu vas lui donner. Elle va capter Mhm. un certain pourcentage d'informations. Et elle va aussi très vite interpréter tes mots. Et Mhm. en fait, l'entraînement, ça te permet d'être beaucoup plus juste dans les mots choisis. Ça te permet aussi de comprendre la puissance des mots, des questions. Et ça, Mhm. personne nous le dit, en fait, on s'en rend pas compte et on se dit, zut, pourquoi je réalise pas mes objectifs? Pourquoi je close pas assez vite? Et en fait, des fois, c'est juste des ajustements à faire sur sa conversation, sur les mots choisis, les mots utilisés. Et quand on se revoit, on se rend compte finalement de l'impact que peut avoir les mots.
Ouais, bien sûr, c'est hyper important. C'est vrai que tous ces mots-là, toutes ces formules-là, on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que tu dis effectivement, tu parlais de tous les mots barrières. Par exemple, on peut dire ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais ne vous inquiétez pas, il y a cette notion de s'inquiéter. Donc le cerveau du client, il va se dire bah, peur, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors que si on lui dit rassurez-vous, tout de suite, c'est une connotation beaucoup plus positive. Et tu vois, c'est vrai que tu le dis très bien, si on s'entraîne de manière régulière, tout ça, on le remarque facilement. Après, je pense que ce qui est quand même compliqué, c'est que quand tu remarques que, par exemple, tu fais ton, je sais pas, un premier débriefing d'un entretien que tu as fait de rendez-vous, il y a plein de choses qui vont pas. Comment tu fais à l'issue pour te dire, bah voilà, d'abord il faudrait corriger ça, ensuite il faudrait peut-être corriger, je sais pas, ta posture, après on va passer sur les tics de langage que tu peux avoir. Est-ce que toi, à la suite d'un coaching, qu'est-ce que tu mets, enfin, d'un débriefing vidéo, qu'est-ce que tu mets en place, toi? Ouais, alors juste pour te redonner un autre exemple aussi sur, l'importance des mots. Par exemple, il y a quelque chose que font beaucoup les commerciaux, c'est à un moment donné du rendez-vous, notamment quand on parle du prix et cetera, le commercial va dire: «Alors pour être transparent avec vous», et ça, c'est un mauvais signal à envoyer parce que ça veut Ouais, dire quoi? Ça veut dire que juste avant, tu pas très transparent. ouais, c'est vrai. Donc c'est des il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. Ouais. Et pour répondre à ta question, c'est hyper compliqué de se revoir ou de se réécouter et de Mm, s'auto-analyser. Ça demande mm, vraiment un exercice intellectuel qui est pas facile parce que soit, et c'est la plupart du temps, on est trop dur avec soi-même, mhm, ou alors soit on est trop clément et on pense qu'on est très fort. Ça, c'est un mm, peu, c'est moins souvent, mais ça peut arriver aussi, hein, notamment les gens mm, qui ont certains égos. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir le regard d'un tiers. Le tiers, ça peut être son manager, on en a un peu parlé au début. Ça peut être un collègue de travail qui est plus expérimenté, moins expérimenté, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un collègue qui fait le même métier que soi. Et ça peut être aussi le regard d'un tiers extérieur à son activité, avec son entreprise. Et donc moi, je prône beaucoup l'utilisation de coach de vente, qui sont en fait des formateurs, hein, des consultants, mm, qui vont intervenir en entreprise et qui vont apporter à la fois une expertise qui est extérieure à l'entreprise et qui vont aussi aider le commercial sans avoir peut-être comment dire, un commercial, il peut être tenté de se dire zut, mon manager va me taper sur les doigts s'il revoit mon rendez-vous, ça peut être mm, mauvais pour ma carrière et du coup, voilà, ça peut le mettre dans une situation inconfortable. Là, c'est quelqu'un d'extérieur qui est là pour vous améliorer. Et donc, moi, ce que je fais dans mon entreprise, par exemple, c'est tous les 3 mois, je prends un coach différent et j'utilise, je lui demande de regarder nos rendez-vous et de mm, nous apporter quelque chose. Alors, on a la chance en France, pour les entreprises de moins de 50 salariés, de bénéficier de fonds de formation qui sont ce qu'on appelle les OPCO, les organismes collecteurs. Et ça permet de financer ce genre de coachs qui vont faire de la montée en compétences sur nos rendez-vous. mm. Et pour les entreprises plus grandes, j'ai envie de leur dire, même si vous n'avez pas ces fonds de formation, c'est un investissement important parce que vous pouvez vraiment accroître fortement le chiffre d'affaires d'un commercial en l'accompagnant de la sorte. Mm. Donc c'est vraiment Ouais, un tout à fait. investissement. Ouais, et je mettrai la vidéo que tu as fait avec un coach de vente, je me souviens plus de son prénom, je crois que c'était Jean-Pascal, il me semble, et tu l'as mis sur YouTube, et je mettrai Ouais, dans les notes de l'épisode la vidéo, et c'était hyper intéressant parce que justement on analysait un de tes rendez-vous. Et on parle de coaching pour voir ce qui va pas, mais ça permet aussi de voir ce qui va. Et on notait également tout ce qui allait bien et tout ce qu'il faut garder. Des fois, on fait des choses on dit des choses qui sont très bien, on rassure notre client et on s'en rend même pas compte. Et finalement, même en analysant ce genre de choses, il faut peut-être des fois un peu plus aller dans ce sens-là et plus s'appuyer sur les choses qu'on fait bien. Et ça, c'était vraiment j'avais trouvé ça, je voyais pas forcément l'intérêt des fois du coaching, etc. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu que ça prenait tout son sens. Et justement, tu vois, la question que je me pose, c'est pour un manager, comment tu fais? On en a un peu parlé avant. Pour un salarié, ça peut être hyper mal pris. Enfin, hyper mal pris, on a l'impression d'être fliqué, entre guillemets. On se dit, notre directeur commercial ou le manager, il va venir à l'entretien. En tant que vendeur, on peut avoir un peu la pression. Du coup, on fait encore moins bien l'entretien. Du coup, effectivement, après, il y a des choses encore plus négatives qui en ressortent. Comment, en tant que manager, on devrait se positionner justement pour faire comprendre l'intérêt au vendeur de se faire coacher et qu'on soit avec lui pour l'accompagner?
Bah là, c'est vraiment, et c'est souvent la grosse problématique du management, hein, pas que des vendeurs, mais de tout Mmh, type de collaborateur qui est managé. C'est que mmh, le manager, et c'est vraiment un des postes les plus durs en entreprise, je pense, mmh, doit essayer d'avoir une position de leader. Qu'est-ce que c'est un leader? C'est accompagner ses équipes pour les monter en compétences et les faire grandir. Et le problème dans les entreprises, c'est que souvent le manager a pas cette position de leader, c'est plutôt quelqu'un qui va contrôler ce que font les gens. Et ça vient de l'histoire industrielle, hein, c'est-à-dire qu'à la base, les managers, c'est des gens dans les industries, dans l'industrie, qui contrôlent le temps d'horaire des ouvriers et voir s'ils font bien, pas bien, etc. Et ils leur tapent sur les doigts s'ils font pas leurs horaires. C'est un peu de ça que découle le management. Sauf que maintenant, on a passé l'ère industrielle et on parle beaucoup plus de management horizontal que vertical. Et le manager horizontal, c'est quelqu'un qui se situe au niveau de ses équipes et qui leur demande, OK, aujourd'hui, tu fais des résultats, tu es à un point A, comment je fais pour t'aider pour arriver à un point B? Et mmh, le coaching, la formation, c'est un des meilleurs moyens pour aider son collaborateur à arriver à un point B. Et donc, mmh, il faut avoir ce discours pour que le commercial ou le collaborateur n'ait pas la sensation que cette formation ou ce coaching est là pour le fliquer, le déstabiliser, le juger, le discriminer. mmh, C'est vraiment cette notion de management qu'il faut bien comprendre. Alors bien sûr, dans encore beaucoup d'entreprises, on a un management pyramidal où le manager est là pour contrôler les horaires, taper sur les doigts, etc. Mais ça, je pense que c'est en évolution et que quand mmh, les managers font ça dans les entreprises, on va avoir un turnover important. Et d'ailleurs, les populations commerciales, comme c'est une population qui est en pénurie sur le marché du travail, mmh, les bons commerciaux, quand ils font face à ce type de management, ils restent pas longtemps dans une entreprise et vont aller voir ailleurs. Et en moyenne, ça mmh. aussi c'est une statistique intéressante, un commercial en France reste 2 ans et demi dans une entreprise, qui est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Pour garder un bon commercial dans une boîte, bah, il faut savoir le manager de manière Mmh. horizontale. J'aime bien cette image. Ouais. C'est marrant la stat que tu donnes, qu'un commercial reste en moyenne 2 ans et demi. Si tu dis qu'au début, on met 1 an à peu près en tant que commercial à devenir performant, ça fait que 1 an et demi finalement où on rapporte du chiffre d'affaires à une entreprise. C'est trop peu en fait. Ouais, et au final, quand tu fais le bilan chiffré, sans doute que la plupart du temps, ton commercial t'a coûté un peu plus cher que ce qu'il ne t'a rapporté. Et en fait, Ouais. l'embauche d'un commercial, c'est vraiment une question de la réussite de l'embauche d'un commercial, c'est vraiment une question fondamentale pour le développement d'une entreprise. C'est une question de vie ou de mort. Mmh. C'est pour ça que les cabinets de recrutement de commerciaux qui marchent bien, enfin, ils cartonnent en ce moment. Hein, c'est parce que c'est Mmh. dur de recruter un bon commercial, mais il faut comprendre que c'est aussi très dur de le garder s'il est bon. Et c'est là où Mmh. je pense que la formation et le coaching a vraiment une place déterminante. Alors aujourd'hui, les entreprises mettent beaucoup le budget sur le recrutement. Moi, je porte mon bâton de pèlerin pour leur faire comprendre qu'il y a aussi un budget à dégager pour la montée en compétences des équipes. Ouais, c'est hyper important et comme tu le dis, en France, on a en plus cette chance, on va dire, d'avoir, des moyens qui sont mis en place par l'État pour la formation. Et qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil à un jeune? Parce que c'est vrai que sur ce podcast, on s'adresse surtout à des personnes qui débutent dans le domaine commercial. Qu'est-ce Ouais. que tu conseillerais à une personne qui a 20 ans, qui débute dans la vente, que ce soit un alternant, un jeune vendeur, bref, qui veut s'améliorer, mais qui est dans une structure où il n'y a pas tous ces moyens qui sont mis en place, via des coachs, via un manager qui est pas forcément présent? Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui débute dans la vente pour s'améliorer et progresser? Alors déjà, la première chose, j'essaierai d'expliquer que ça peut être intéressant de faire une carrière dans la vente. C'est-à-dire que la vente aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est une fonction qui devient vitale pour les entreprises. Alors effectivement, en France, on a cette image du vendeur, un peu, tu sais, du vendeur de voiture en Ouais. costard cravate, un peu décrépit, un peu le Jean-Claude Convenant de Caméra Café. Or, aujourd'hui, c'est un métier qui permet d'atteindre des niveaux de salaire assez importants. Mmh. Et donc, si je dirais aux jeunes, si tu choisis cette voie-là, c'est un bon choix de carrière et ça peut te mener très loin. Mmh. Maintenant, tu es peut-être dans une entreprise qui ne porte pas justement la fonction commerciale
Mmh. comment dire, qui n'a pas cette culture commerciale et qui n'investit pas tellement dans la montée en compétences, les outils, etc. Donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de contenu, hein, tu le sais Ouais, toi-même, vu que tu en fais du contenu. Donc écouter des podcasts, ça peut être un premier bon conseil. ouais. Lire les blogs qui comptent un peu dans la vente. Donc on peut citer par exemple le blog de HubSpot qui est pas mal. Moi j'ai ma newsletter qui s'appelle les Chroniques de la vente. Et t'en as plein, hein, t'as quand même beaucoup de contenu sur la Mmh. vente. Euh, Tester des outils. Alors, tous les outils aujourd'hui de vendeurs, même si ton entreprise n'a pas envie d'investir, tu peux quand même les tester en version freemium, en version gratuite pendant Mmh. 14 jours, un mois. Donc, tester les prospecting, Lemlist, Salesloft, etc., etc. Il y en a beaucoup. Datananas, Cold CRM, etc. Et surtout, dernier conseil, ne pas rester trop longtemps dans une entreprise Ouais. qui est trop, comment dire, qui n'est pas assez avant-gardiste, où tu vas stagner. Moi, tu vois, Mmh. j'ai eu un métier un peu, un dream job au début de ma carrière. Je bossais dans le sport de haut niveau. Mon métier, c'était d'aller voir les coachs des équipes de football, de basket, de tennis, des équipes de France, etc., pour leur vendre des technologies. Super job, je voyageais en France, en Europe, etc. Mais malgré tout, quand je revois un peu ma carrière, je suis resté 5 ans dans ce job-là. C'est peut-être un peu trop. Tu vois, j'aurais peut-être dû, au bout de 3 ans, commencer à regarder ce qui se faisait ailleurs. Parce que je me rends compte que là, en étant à la tête de mon entreprise, j'apprends plus en 1 an que peut-être en 3, 4 ans dans mon ancien poste de commercial. En fait, c'est bien aussi tout à l'heure, je parlais de turnover. C'est bien aussi de voir quand tu es dans une entreprise qui stagne un peu, qui ne Mmh. t'apporte plus grand-chose, qui n'investit pas dans les outils ou dans la formation, ben, c'est d'aller voir ailleurs. Mmh. C'est un métier qui recrute, le métier de commercial, donc ne pas hésiter à aller voir des structures dynamiques. Et d'ailleurs, ça peut vous permettre de faire monter aussi vos salaires, hein, d'aller voir ailleurs, de négocier Mmh. son salaire à la hausse. Donc voilà, j'ai fait un épisode sur comment avoir un plan de carrière quand on débute dans la vente, donc sur les héros de la vente, avec Clément Martin, qui a un cabinet de chasseurs de tête. Et il donne énormément de Mmh. tips, mais en gros d'essayer de viser des secteurs porteurs comme la high-tech, de viser des boîtes qui recrutent, qui sont très dynamiques, etc. Et de ne pas stagner dans un poste, surtout si on sent que on n'est pas heureux ou que la direction ou le management Mmh. n'investit pas trop. Voilà. Il ne faut pas hésiter Mmh. à changer aujourd'hui en 2021. Quoi. Ouais, c'est important. Et tu vois, une autre pratique que j'aimerais donner, c'est qu'aujourd'hui, bah, on fait quand même beaucoup plus de visio qu'avant. Il faut pas hésiter, si vous faites une visio, maintenant c'est hyper facile de s'enregistrer, qu'on soit sur Teams ou autre. On peut s'enregistrer soi-même et on n'est pas obligé. Déjà, on peut se réécouter. Déjà, nous-mêmes, on peut se rendre compte des erreurs qu'on a pu faire. Et il faut pas hésiter des fois à demander du recul par rapport à des gens dans notre entourage et leur demander qu'est-ce qu'ils auraient pensé eux en tant que clients, pas se positionner en tant que coach, mais juste en tant qu'expérience client, comment ils auraient réagi si on leur aurait dit ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est juste l'avis d'un autre client, comment il se serait positionné si on se mettait, s'il était à la place. Et ça, c'est une autre pratique que je pense qui peut être pas mal à mettre en place et qui nécessite pas forcément beaucoup de moyens non plus. Ouais, exactement. Ouais. Toi, à ton niveau, en tant que manager, du coup, en tant que chef d'entreprise, comment tu gères un peu la performance commerciale chez Life? Alors, je vais un peu me répéter, mais donc je fais appel à des coachs tous les 3 mois, un Mmh. coach différent. Mmh. Ça me permet aussi OK. d'agrandir mon réseau de Ouais, bien coachs sûr. partenaires, puisque je travaille avec Mmh. ces différents coachs. On teste des outils, des stacks d'outils quasiment tous les mois. On va changer quasiment d'outils. C'est assez fou. Tous les outils, notamment pour la prospection, qui Mmh. évoluent, qui changent, etc. Mmh. Maintenant, on adopte aussi un truc depuis 2 mois, c'est les sprints de prospection, c'est-à-dire tu prends une cible pendant 2 semaines avec 100 personnes et tu fais de la prospection multicanal, donc c'est-à-dire mail, téléphone, LinkedIn. Mmh. Ça, j'aime bien, c'est assez dynamique. Voilà, on fait des points plusieurs fois par semaine, donc un point au début de la semaine pour donner les objectifs de la semaine, un point en fin de semaine pour faire un bilan, et éventuellement des points individuels si besoin au cours de la semaine. Mmh. Voilà. Et bien sûr, ce qui est pas évident, hein, je dis pas qu'on le fait de Mmh. manière parfaite, mais suivre au maximum ces KPI, c'est-à-dire bah, combien de rendez-vous j'ai décroché, est-ce que dans ces rendez-vous ça va m'amener des ventes, et remplir le CRM et toutes ces choses-là, ça demande quand même une discipline importante.
Alors, Mmh. j'ai la chance, moi, j'ai des jeunes qui sont assez disciplinés là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui est pas évident. Et moi, quand j'ai aussi été commercial, j'avais du mal à me discipliner sur ces Mmh. datas. Et ça, c'est quelque Mmh. chose de pas évident à tenir dans la durée. Parce que forcément, il y a des Mmh. semaines où on a fait beaucoup de rendez-vous, on a dépensé beaucoup d'énergie. On n'a pas trop envie de passer Mmh. 1 heure sur remplir son CRM, remplir ses datas. Mmh. Mais bon, si on le fait un petit peu chaque jour, et bien en fait, dans la durée, ça va payer parce que on saura qu'à un moment donné, il faut relancer telle personne et ça va aboutir. On aura une vente supplémentaire. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre un commercial performant et un commercial moyen. Mmh. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte pour un manager que c'est quand même une tâche, une mission qui est quand même hyper complexe, mais qui est en même temps passionnante, parce que là, on parle de tout ce qui est coaching, il y a tout l'aspect opérationnel derrière, en fonction du cœur de métier qui prend énormément de temps. Et c'est vrai que pour un manager, mine de rien, là, on dit que ça prend que 20% de son temps, ça devrait prendre finalement peut-être le double. Et c'est vrai que quand on voit tout l'aspect opérationnel qu'il y a derrière, qu'il doit mettre en place, je peux comprendre que certains délaissent cette partie-là. Et c'est vraiment un job qui est compliqué, qui est prenant et qui nécessite beaucoup d'organisation, je pense. Oui, et puis tu as aussi beaucoup d'entreprises qui demandent au directeur commercial d'être avant tout le premier vendeur de la boîte. Mhm. Et donc, sa priorité, c'est quand même de signer des contrats. Et Ouais. c'est pour ça que tu vois apparaître notamment, encore une fois, c'est une pratique qui vient des Mhm. États-Unis, des anglo-saxons, des jobs de sales trainer, sales enablement. Donc, c'est des jobs en fait qui font un peu le lien entre le directeur commercial et les commerciaux, qui vont essayer d'être responsables de l'efficacité commerciale, donc c'est-à-dire à la fois d'outils mis en place, mais aussi de l'entraînement et de la formation, et le lien avec les équipes marketing aussi, c'est-à-dire ben, comment on peut utiliser du contenu marketing pour apporter des leads ou du contenu aux commerciaux. Et donc voilà, ça c'est des jobs, à mon avis, qui vont, tu sais, dans 20 ans, 80% des jobs qui vont exister n'existent pas encore. Bah ça, Mhm, ce bien sûr. genre de job, c'est un nouveau job qui est apparu il y a pas longtemps et qui commence Mhm. à, tu vois, sur les job boards, ça commence à venir en Ouais, bien France. sûr. Et donc, bah ça, ce sera un peu notre cible idéale avec Vive, hein. C'est des gens qui vont être responsables Ouais, bien sûr. de la formation dans les entreprises, des commerciaux. Donc ça, j'ai Mhm. hâte qu'il y en ait de plus en plus en France, quoi. Ouais, carrément. Et j'aimerais qu'on revienne juste sur une notion qui est importante, enfin, qui me paraît importante. On a parlé t'as parlé de sales enablement. Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus? C'est quelque chose en fait qui va être hyper important à mettre en place dans les entreprises dans les années à venir. Comment tu caractérises ce processus dans une équipe commerciale? Comment tu arrives à faire le lien? Est-ce que ça va passer, je sais pas, par des réunions régulièrement? Comment ça se caractérise? Alors, déjà, comment traduire sales enablement? T'as pas vraiment de traduction en français, mais tu Ouais. pourrais le traduire par support à la vente. Mm. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être là en support des commerciaux, qui va vraiment être là pour l'aider. Et on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire ne pas utiliser les outils d'enregistrement, etc., pour fliquer les gens, mais vraiment pour les aider. Mhm. Donc là, c'est bien parce que tu vois, ce poste, c'est vraiment la définition de ce poste. Et ensuite, c'est quoi les piliers du sales enablement? Je les résume, c'est formation, outils et lien avec le marketing. Donc, formation, on en a parlé pas mal avec du coaching, etc. Outils, c'est un peu ce qu'on a dit aussi avec les outils de prospection, CRM, etc. Et le lien avec le marketing, ça, c'est pas évident à comprendre, mais notamment dans certaines entreprises, tu as un département marketing qui va Mhm. générer des leads entrants Mhm. notamment, et un département commercial qui va traiter ces leads, ou alors qui va aller chercher des leads. Et Mhm. parfois, le lien entre les deux départements, il y a des frictions. Si tu Mhm. veux, ils se parlent pas, ou tu vois, j'avais fait un podcast avec quelqu'un de chez Sixt et qui me disait qu'il avait bossé à la Poste. Le département marketing avait fait plein de campagnes de com et des plans de commercialisation de nouveaux produits, etc. Les avait envoyés dans les agences sur le terrain et tous les mails étaient tombés dans les spams des agences et les agences n'ont jamais rien fait que le travail du Mhm. marketing. Et du coup, tu vois, il y a des frictions et les commerciaux vont dire que le marketing, ce qu'ils font, c'est pas terrible, les leads sont pas de qualité, et le marketing va dire que leurs commerciaux sont pas bons et que c'est pour ça que les chiffres sont à la baisse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, c'est de la vente Mhm. d'une autre manière et que Bien sûr. c'est autre chose, ça reste de la vente.
Et donc, le Sales Enabler, son rôle, ça va être vraiment de faciliter les échanges entre ces deux partenaires. Alors Ouais. après, est-ce qu'il faut qu'il fasse des points, etc. Bon, ça dépend de chaque entreprise. Mmh. Et dans chaque entreprise, ce sera différent. Mais oui, bien sûr, il faudra faire des points avec les deux équipes, de manière régulière. Et en fait, tu vas avoir de plus en plus de jobs, je pense, qui vont arriver pour en fait, des jobs où finalement le client du sales enabler ou du sales trainer, c'est pas un client externe dans l'entreprise, c'est son client, c'est un collaborateur de l'entreprise. Mmh. C'est un peu, tu vois, les postes qu'on voit apparaître dans les startups, par exemple les happiness officers, Mmh. des gens qui sont responsables du bien-être en entreprise. Bah, c'est un peu ça, le sales enabler, c'est le bien-être des commerciaux, parce que comment tu rends efficace un commercial, bah, en lui donnant tout ce qu'il faut pour performer Mmh. et pour qu'il se sente bien. Mmh. Je rebondis un peu du coup sur tous ces postes, on va dire, liés à la vente. Tu vois, c'est vrai qu'il y a quelques années, dans une structure, on va dire, traditionnelle, tu avais un directeur commercial, une équipe marketing. Tu avais les commerciaux, puis tu as peut-être, je sais pas, comment dire, des adjoints aux commerciaux, enfin des assistants, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, finalement, tu as toute une équipe, toute une force de vente qui se positionne autour du vendeur pour, comme tu le dis, même pour le client, pour qu'il ait une expérience client qui soit totalement différente. Et c'est vrai que la vente est vraiment en transition, enfin en plein essor. On ne va plus vendre de la même manière d'ici quelques années. Et ça fait beaucoup de compétences, je trouve, à acquérir, on va dire, pour devenir un très bon vendeur dans 10, 15, 20 ans. Et ça nécessite de se former complètement différemment qu'un vendeur lambda, on va dire, traditionnel aujourd'hui. Donc c'est vrai que le coaching, finalement, ça va être quelque chose, si on veut devenir un très bon vendeur par la suite, ça va être quelque chose d'indispensable, vraiment, pour devenir top vendeur dans sa boîte. Ouais. Alors en fait, tu as deux écoles aujourd'hui sur la vente, hein. Tu as l'école, on va dire, du business developer, Ouais. qui va gérer à la fois de la prospection, à la fois de la négo, à la fois du closing, à la fois du suivi client. Mhm. Ça, c'est un peu, on pourrait appeler ça dans un jargon développeur, c'est le commercial full stack. C'est-à-dire qu'il gère tous les cycles de vente. Tout le cycle de vente. Et ça, c'est souvent, notamment dans des petites structures, comme la mienne, par exemple, ou dans mon ancienne boîte aussi, je faisais tout. Et tu as certaines boîtes comme Lemlist qui en font d'ailleurs comment dire, un mantra, une théorie, c'est-à-dire que tous leurs commerciaux sont des business développeurs full stack, c'est-à-dire qu'ils gèrent la prospection et tout, et le closing et le suivi client. Ça, pour moi, c'est intéressant quand tu es en début de carrière parce que tu progresses vite, tu apprends plein de choses, etc. Et tu deviens polyvalent. Et c'est important aussi au début des structures de pouvoir Mhm. compter sur un gars qui peut gérer plein de choses. Néanmoins, c'est quasiment impossible d'être bon dans tout le cycle de vente. Il y en a certains qui vont être très bons en prospection, mais en closing négociation, ils vont avoir des difficultés, et inversement. Mhm. Et moi, tu vois, par exemple, je sais que mon point faible, c'est peut-être dans le suivi client. J'aime bien prospecter, j'aime bien faire des rendez-vous, j'aime bien closer, mais une fois que c'est closé, j'aime bien aussi aller défricher de nouveaux marchés, aller chercher d'autres clients. Et le suivi client, je suis un peu faiblard. Et Mhm. du coup, dans certaines boîtes où il n'y a pas comme dans mon ancienne boîte, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de customer success manager, c'est-à-dire des gens Mhm. qui vont s'occuper du support et Mhm. des clients, ça peut être problématique. Et donc après, tu as la deuxième école qui là va spécialiser les tâches du commercial un peu à outrance. C'est-à-dire, tu vas avoir, là je vais parler en jargon, hein, attention, mais tu vas avoir le SDR qui est la personne qui est chargée de prospecter. Tu vas aussi avoir les BDR qui font aussi de la prospection. Tu vas avoir les account exécutifs qui vont être chargés de closer, de faire les rendez-vous de closing. Et tu vas avoir, comme on l'a dit, les Customer Success Managers qui vont faire le suivi. Et dans ces verticales-là, tu as d'autres spécialités, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça sera un épisode aussi à part entière. Ouais. Et ça, c'est vrai que notamment dans le monde des startups, des scale-up, et ça vient aussi des Américains, Mhm. c'est un peu un mantra pour faire de la croissance et pour accélérer vite. Et on Mhm. comprend bien, quand tu es spécialisé dans la prospection, bah, tu deviens très bon dans une verticale et tu performes parce que tu fais que ça, quoi. Et tu Mhm. peux t'ajuster, etc. Maintenant, attention, un commercial qui fait que de la prospection,
peut-être qu'à un moment donné, ça va l'embêter, il voudra voir autre chose. Donc, c'est Mm. bien aussi d'avoir une sorte de plan de carrière, tu vois, et de dire, OK, je fais 2 ans de SDR, 2 ans et demi, peut-être qu'après, je peux passer en account exécutif ou en customer success, ou alors je passe en manager de SDR, parce que peut-être que je suis très Mm. bon en SDR et je peux expliquer à d'autres SDR comment faire. Mm. Donc, faut avoir quand même en tant que manager, entrepreneur ou commercial, faut avoir un peu cette idée en tête de, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, où est-ce que je peux performer, est-ce que je commence ma carrière comme SDR ou comme business developer. De toute façon, c'est les deux choix Mm. qu'on a au début. C'est rare de commencer Mm. comme account executive. Tu peux aussi commencer comme customer success manager, c'est peut-être intéressant. Mais voilà, il faut bien comprendre ces deux grandes écoles dans la vente. Mm. Et parfois, ben, voilà, tu es dans une entreprise qui te demande de tout faire. Ça peut être intéressant pour être polyvalent, pour apprendre des choses, mais il faut faire attention Mm. peut-être d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs et d'apprendre les métiers Mm. de SDR et d'account Mm. exécutif, etc. C'est vrai que, tu vois, au début, très personnellement, j'étais pas très fan de cette école, on va dire, où tu te spécialises. Peut-être parce que je suis dans une structure plus traditionnelle et je voyais pas forcément l'intérêt. Je me mets à la place du client où je me dis, bah, on peut vite être perdu si j'ai plusieurs interlocuteurs. Mais quand tu prends cette notion de se spécialiser, ça, je l'ai bien compris avec. J'ai interviewé, là, c'était l'épisode qui est sorti mardi dernier, avec un account manager de chez Back Market qui m'expliquait comment il suivait justement tous ses clients. Et en fait, j'ai compris à quel point il les suivait hyper bien, qu'il les connaissait tous par cœur, qu'ils s'appelaient, qu'ils passaient du bon temps ensemble au téléphone et que ça permettait de fidéliser les clients. Et qu'en fait, justement, lui, il était très très bon là-dedans et que du coup, ça le permettait vraiment de performer. Et c'est vrai que cette notion de spécialisation, c'est hyper important finalement et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de résultats que si on faisait tout et si on n'est pas bon en prospection, de ne pas avoir de résultats et de décourager. Donc, Oui, et puis je. on peut reprendre l'exemple du sport, hein. Une équipe, Mm, tu as des spécialisations dans une équipe en fonction des forces et faiblesses des joueurs. mm, Et c'est rare les joueurs qui savent tout faire. Alors, il y en mm, a quelques-uns, hein, mm. tu vois, mais c'est en général des superstars, et il y en a très peu, quoi. Ouais, ah, c'est vrai. Écoute, c'était hyper intéressant et je pense que ça donne pas mal de conseils, surtout aux personnes qui débutent. Je vais te poser les trois dernières questions que je pose à tous mes invités. Tu as, je pense, déjà bien répondu dans cet épisode, mais pour toi, c'est quoi les qualités pour aujourd'hui être un bon vendeur? Alors, si tu veux, j'ai suivi une formation il n'y a pas longtemps, justement, qui s'appelait le Challenger Sales. Et en fait, c'est ici d'une étude aux États-Unis sur les commerciaux américains pendant la crise de 2008 où la bourse s'effondrait et ça n'allait plus. Et en fait, cette étude-là étudiait des commerciaux qui étaient performants dans cet environnement instable. Mm. Et elle dit quoi, en gros, cette étude? C'est que les commerciaux les plus performants, c'était pas les commerciaux les plus, comment dire, les plus. Alors, c'était pas les commerciaux qui étaient le plus travailleurs et disciplinés. C'était pas les commerciaux Mhm. qui étaient un peu les MacGyver, qui résolvaient tous les problèmes de leurs clients, etc. C'était pas les commerciaux aussi qui étaient loups solitaires, c'est-à-dire qui sont très autonomes, qui n'ont pas besoin de leur équipe et qui performent tout seuls dans leur coin. Et c'était pas les commerciaux avec le meilleur relationnel. Donc c'était ce qu'ils appelaient effectivement les challenger sales. Et challenger sales, il y a plusieurs caractéristiques du commercial challenger sales. C'est quelqu'un qui va comprendre les enjeux de son client, qui va le challenger sur les enjeux de son client. Et en fait, pourquoi je donne plein de statistiques depuis le début de l'entretien, c'est en fait pour montrer que je connais mon sujet, que je donne de la valeur ajoutée à mon client, donc à tes auditeurs, avec des statistiques, etc., des études, et donc je suis perçu non pas comme un vendeur de voitures, mais comme un vendeur de solutions, parce que j'apporte une solution à mon client. Et je te passe encore d'autres choses, mais ça peut être là aussi l'objet d'un épisode. Mais voilà, il faut pas hésiter en tant que commercial à se mettre au niveau de son client. Ok, on est là pour lui apporter du conseil, de la valeur ajoutée. On peut aussi le challenger, lui expliquer peut-être mettre le point là où ça fait mal. Et ensuite, là, ce qui est important, c'est de rythmer les échanges et les rendez-vous. Moi, il y a un truc aussi que je faisais pas avant et que maintenant j'apprends à faire grâce à tous ces podcasts et ces formations, c'est que
je ne gardais pas la main sur l'agenda, mon agenda et celui du client. C'est-à-dire qu'à la fin d'un rendez-vous, je lui disais, bon, je vous envoie les infos, on se rappelle prochainement pour voir si ça vous intéresse d'avancer avec nous. À bientôt, au revoir. Et bien sûr, ça pouvait marcher, je pouvais faire des ventes, etc. parce que j'avais un bon relationnel, mais je loupais des ventes aussi parce que je n'imposais pas à mon client de prendre un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, un quatrième rendez-vous. Et en fait, il faut essayer d'instaurer une sorte de tension positive. Attention, le mot positive est très important. C'est-à-dire que le prospect pense toujours à vous et à la prochaine étape avec vous. Et il faut se forcer un peu. Moi, dans ma nature, j'ai dû me forcer d'essayer, après chaque rendez-vous, de caler un autre rendez-vous, de demander aussi une recommandation, c'est-à-dire d'aller voir un autre potentiel client. Et ça, c'est des choses qui sont pas naturelles. Et c'est pour ça que la formation est importante, le coaching aussi. Et donc, il faut garder la main sur l'agenda de son client. Voilà. Ce serait ça pour moi la définition d'un bon commercial. Hyper intéressant. C'est pas les, comment dire, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup avoir la réponse de tous mes invités là-dessus parce que ça me permet d'avoir en fait la définition d'un bon commercial et j'aime beaucoup la vision que tu as du commercial aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, savoir en commençant dans le domaine commercial, justement? J'aurais aimé savoir plein de choses. Je pense que, comme je te disais au début, moi j'ai mis la première année quand j'étais commercial, j'ai vraiment pas fait des super chiffres. Je Mhm. crois que j'ai dû faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'était vraiment pas grand-chose. J'ai à peine remboursé le coût de mon embauche. Et c'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à avoir des ventes, etc., et que ça a marché. Mais il me manquait plein de choses en fait. Il me manquait, tu vois, la partie relance, hyper importante. En moyenne, pour arriver à une vente, il faut en moyenne 8 interactions avec son prospect. Et la plupart des commerciaux, en moyenne, n'en font que 3 ou 4. Donc une interaction, c'est un coup de téléphone, un email, un rendez-vous. Et en fait, on oublie de relancer. Hein. C'est humain et c'est pour ça aussi que beaucoup de commerciaux n'arrivent pas à leurs objectifs. Donc les relances. Cette histoire de gestion de l'agenda, cette histoire de Mhm. gestion de la conversation, des mots et de comprendre qu'un rendez-vous, on peut le faire en plusieurs séquences. On n'est pas obligé de tout dire sur le premier rendez-vous et de faire à la fois une découverte des besoins, une démo, etc. Même si ça m'arrive encore hein, de le faire sur certains clients qui sont pressés, qui veulent tout d'un coup. Mais aujourd'hui, j'essaye de séquencer mes rendez-vous, d'autant plus qu'à distance, c'est plus facile, et de dire, OK, premier rendez-vous, on a 20 minutes pour que je comprenne votre activité, je parle très peu de moi, mais je vous pose beaucoup de questions sur votre activité, d'essayer de comprendre vos besoins. Je vous enverrai les informations sur la société dans la foulée, vous inquiétez pas. On se programme un deuxième rendez-vous justement pour aller plus loin sur ce qu'on peut vous proposer. Tu vois, et ça, ça marche bien notamment dans la vente de logiciels. Donc ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt aussi. À l'époque, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en 2011, c'était le début un peu des outils d'automatisation, de prospection, etc. Donc j'en ai utilisé. Ça aurait pu m'aider beaucoup, bien qu'aujourd'hui j'en reviens un peu, j'essaie de faire de nouveau faire un peu comment dire de semi-automatisation, c'est-à-dire j'essaie de faire de nouveau du mailing automatique, du phoning, ce que j'avais un peu oublié ces dernières années. Et troisième chose peut-être importante aussi, et j'y reviens aussi, c'est finalement la puissance du téléphone. On a tendance avec tous ces outils digitaux, etc., d'oublier le téléphone. Et malgré tout, ça reste un outil très très important, très utile pour closer des deals, relancer. Et il Mhm. faut pas avoir peur du téléphone, il faut vraiment penser ça comme une arme du commercial. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut former les commerciaux à utiliser le téléphone. Et moi, j'ai payé une formation à la prospection téléphonique à mon équipe parce que je pense que c'est fondamental, quoi. Voilà. Ouais. Désolé pour ma réponse très très longue. Non, non, mais c'est bien, ça donne pas mal de contenu et pas mal de valeur ajoutée à l'audience. Mais comme tu dis, moi je rebondis rapidement là-dessus, mais le téléphone, c'est quelque Ouais. chose tu vois, avec tous les outils, finalement, des fois on peut avoir peur enfin, on peut négliger le téléphone parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses. Mais tu vois, j'ai fait un épisode avec un responsable de développement commercial dans une PME. Et lui, il utilise un tableau Excel et son téléphone, et ça marche très bien. Et les outils, c'est en plus, mais déjà, si on maîtrise la base des bases, le téléphone, c'est déjà
une grosse partie du job qui est faite. Ouais, parfois, trop d'outils tue l'outil. Ouais. Et voilà. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, j'arrête avec ces expressions un peu moisies, mais Ouais, c'est c'est vrai vrai. que tu vois, le fichier Excel, moi, j'ai un super CRM. Mm. J'ai vraiment plein d'outils, etc. Malgré tout, je me suis quand même fait plusieurs fichiers Excel pour avoir Mm. une vision macro de mes deals, d'où j'en suis, etc. Alors Mm. que j'ai un super CRM et qui me permet de faire plein de choses, mais Mm. j'utilise quand même un fichier Excel malgré tout. Ouais. Pour finir, est-ce que, bon, tu nous as parlé de tes outils, mais est-ce que tu as des ressources, du contenu à nous partager? Tu nous as parlé de formation aussi. Est-ce que tu aurais des choses à recommander? Ouais, donc encore une fois, bah, les podcasts, vous en avez plein dans la vente. Donc bah, le tien, le mien, les héros de la vente. Il y a celui de Gabriel Gourovitch dans l'arène, celui alors j'oublie son nom, mais de The Sales Game, Eric Legloire, voilà, j'ai retrouvé son nom. Et puis tu en as plein d'autres qui sont apparus. D'ailleurs, la plupart, je les avais interviewés, ça leur a donné des idées. Euh, Pourquoi pas suivre des chaînes TikTok sur la vente? J'ai commencé à regarder ce qui se faisait, il y a des trucs pas trop mal. Alors je les ai pas en tête, mais voilà. Et puis de temps en temps, lire un bon bouquin sur la vente, ça peut être aussi intéressant. Moi, je conseille toujours un bouquin qui s'appelle From Impossible to Inevitable. C'est un peu la bible des commerciaux aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Donc c'est Jason Lemkin et Aaron Ross. Je pense pas qu'il soit traduit en français. Je pense que vous êtes obligé de lire en anglais, mais ça se lit de manière très facile. Et en fait, il vous donne les 7 règles d'or pour créer une machine de vente. Et donc, il y a cette idée de spécialisation, il y a cette idée d'entraînement, et il y a plein d'autres idées que vous pourrez apprendre. Et si vous voulez retrouver un peu le condensé de ce que je vous dis à l'écrit en français, ben, vous pouvez suivre la newsletter des chroniques de la vente. Voilà. Bien, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Alexandre, Ouais. un grand merci. J'étais ravi de t'interviewer sur ce podcast. Ça me faisait plaisir de t'avoir en face, moi qui écoute toutes les semaines les héros de la vente. Donc, un grand merci à toi encore. Et puis, je mettrai toutes les infos, tous les contacts pour te suivre dans les notes de l'épisode. Ouais, merci à toi Igor. Ben, écoute, je te renverrai l'appareil, hein. Je t'inviterai dans les héros de la vente pour nous parler de justement de la vision d'un jeune commercial. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra se faire cet enregistrement très bientôt. Ouais, avec plaisir. Salut. Salut Igor. Voilà, j'espère que cet épisode hors série vous a plu. Comme promis, je vous fais un cadeau pour l'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc de quoi s'agit-il? J'ai créé, vous l'avez peut-être vu, un playbook de vente. Qu'est-ce que c'est un playbook de vente? C'est une sorte de document de 50 pages où en fait je répertorie toutes les techniques, outils, méthodes de vente que j'ai appris dans le podcast ces 2 dernières années. Donc j'ai travaillé pendant 5 mois pour vraiment produire un contenu de haute qualité que vous pouvez utiliser dans votre organisation pour créer votre machine de prospection, vos scripts d'appels téléphoniques, de rendez-vous. Vous allez aussi voir les méthodes de vente pour closer, négocier un deal. Donc ça a vraiment une grande valeur. Donc je l'ai mise en ligne sur le site vive.fr, vyfe.fr. Sur la rubrique Playbook, dans les onglets, vous verrez, vous allez pouvoir aller dessus. Donc je l'ai mis, je le fais payer ce Playbook parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et donc le cadeau que je vous propose, c'est un code de réduction pour avoir une remise sur le Playbook. Donc le code c'est VIVE20, donc V majuscule Y F E, le chiffre 20 attaché. Et donc voilà, j'espère que ça vous poussera à le prendre. Ensuite, je voulais aussi vous faire un petit bilan des héros de la vente de ces 2 dernières années, notamment avec quelques chiffres. Donc les héros de la vente, c'est donc 76 épisodes, 127 000 écoutes, donc ça fait un peu plus de 1700 écoutes par épisode. Les bons épisodes peuvent aller jusqu'à 4000 écoutes. Ça représente quand même 65 heures d'interview, c'est pas mal. J'ai complété ça avec la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc, je vous invite à vous y abonner, c'est gratuit. Je vous donne d'autres outils, d'autres conseils sur cette newsletter. J'essaie d'en faire à peu près une par mois. J'ai créé aussi une page Tipeee si vous voulez soutenir financièrement le podcast. Donc, Tipeee, les héros de la vente. T-I-P-E-E. Vous pouvez aussi le soutenir en notant 5 sur 5 le podcast. Ça me permet d'être visible dans les classements des podcasts sur la vente, les podcasts business.
Et donc ce fameux playbook aussi, donc n'hésitez pas à l'acheter en ligne pour me soutenir. En termes d'objectifs, donc j'aimerais bien arriver à 100 épisodes d'ici la fin de l'année et donc à 200 000 écoutes. Donc je pense que c'est largement faisable pour les 4 prochains mois. Je cherche aussi un sponsor pour ces prochains épisodes. Donc si ça vous intéresse de sponsoriser les héros de la vente, le coût va être de 80 euros pour 1000 écoutes. Donc en général, un épisode fait en moyenne 2000 écoutes. Donc 150 euros pour sponsoriser un épisode des héros de la vente. Si vous voulez toucher à peu près 2000 directeurs commerciaux, 2000 commerciaux ou entrepreneurs, c'est un bon canal. Je me tâte de faire une version les héros de la vente TikTok. À voir. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et aussi à inviter Michel Aguilar dans le podcast, donc peut-être pour la 100e, on verra. Voilà, et puis enfin, je voulais aussi vous dire que le podcast m'a servi à faire de nombreuses rencontres intéressantes et à améliorer un peu mon réseau, et notamment mon réseau de coach de vente. Donc coach de vente, c'est un métier qui n'existait pas il y a plusieurs années, mais je trouve qu'il est aussi important finalement dans la vente que dans le sport. Donc, j'ai décidé d'associer plusieurs coachs de vente qui sont passés dans le podcast à mon entreprise Vive. Donc, Vive, pour rappel, c'est une plateforme web qui vous permet d'enregistrer des visioconférences, des rendez-vous et de les analyser, de les débriefer. Et maintenant, on a la possibilité de faire appel à un coach pour analyser vos rendez-vous. Donc, vous pouvez, voilà, en un clic, demander à un expert de la vente de débriefer vos rendez-vous. Donc voilà, si vous voulez vous faire coacher vos équipes ou être coaché vous-même sur vos rendez-vous commerciaux, contactez-moi, je vous fais essayer Vive, je vous mets en relation avec un de nos partenaires coach. Et si vous êtes vous-même coach de vente, ben appelez-moi, on fera un partenariat avec plaisir. Et pourquoi pas un épisode dans l'héros de la vente. Donc je finis cet épisode avec quelques statistiques que j'ai vues sur HubSpot. 52% des entreprises n'ont rien prévu pour le télétravail malgré la crise qu'on a vécue ces derniers mois. Et 60% des commerciaux et managers commerciaux ne pensent pas réaliser leurs objectifs cette année. Donc je pense, moi, que l'entraînement, c'est vraiment un outil formidable pour dépasser ces objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera à vous entraîner, à entraîner vos équipes, à les améliorer sur leur propre rendez-vous. Donc on arrête les formations one-shot qui ne servent à rien et on entraîne les gens sur leurs pratiques commerciales, sur leurs pratiques comportementales pour les améliorer. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'été et je vous dis à très bientôt pour la saison 4, les héros de la vente. Donc avec à peu près 25 épisodes, je vais essayer d'inviter de gens très spéciaux sur ce podcast. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je vais changer aussi mes questions de la fin pour renouveler un peu le podcast. Je prépare aussi quelques épisodes un peu différents d'analyse de rendez-vous, d'entraînement de commerciaux sur le podcast. Donc voilà, et ensuite j'ai un deuxième podcast qui est en préparation, je vous fais un petit teasing, et vous allez voir, ça va s'appeler Ça sent le pâté, et ça va être notamment sur la gestion de l'échec. Donc j'espère publier ça très rapidement. Allez, bonne fin d'été, et puis à très vite pour la saison 4, les héros de la vente.